De septembre à décembre sur toute une série de thèmes. Donc on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Donc le pôle d'expertise de Alain Vélo a notamment publié leur revue Défis souverainistes. Donc c'est un trimestriel. On peut être fier d'avoir une revue qui est faite par nos soins, faite par le parti, donc qui anime le débat d'idées. Donc dans le premier numéro, il y a une interview de Florent Philippot, il y a une interview de Philippe Murer, et il y a aussi un dossier sur l'Ukraine. Et l'Ukraine, c'est un peu l'Ukraine, c'est un des sujets qui nous réunit aujourd'hui, plus largement le sujet de l'OTAN. On sait que les Patriotes, voilà, on était en pointe sur le sujet du Covid, mais on a un programme national sur toute une série de sujets, les sujets d'indépendance nationale. Et on voit bien que l'actualité est brûlante au niveau de l'Ukraine. Il y a eu, de la même manière qu'avec le Covid, il y a eu une espèce de sidération générale, de violence informationnelle, de propagande de guerre. On vit en France une propagande de guerre. Alors la question à se poser, c'est pourquoi en France on vit cette propagande de guerre alors que la guerre se situe en Ukraine. Et dès qu'on pose cette question, forcément, il y a le sujet de l'OTAN. Il y a le sujet de les décisions qu'on est amené à prendre par suivisme, les décisions économiques, les décisions qui impactent le coût de l'énergie, le coût de la vie, le pouvoir d'achat des Français. Et donc, forcément, on va pouvoir aborder le sujet de l'OTAN parce que l'idée, c'est de prendre du recul, comprendre que la guerre qui se passe en Ukraine, elle a commencé non pas lors de l'invasion, mais en 2014, et que derrière tout ça, c'est bien le poids du bloc géopolitique auquel on appartient, et qu'on va essayer de détricoter ce soir en allant au cœur du sujet. C'est notre rôle de vraiment de faire de la réinformation, d'animer le débat. Et donc avec nous aujourd'hui, on a Philippe Drobniak. Donc Philippe Drobniak, vous le connaissez, c'est l'ancien afférent du Rhône. Il est membre de l'équipe nationale des Patriotes, et ceux qui ont la chance de discuter avec lui savent que c'est un fin connaisseur des sujets internationaux. Donc merci Philippe pour ta présence, pour cette conférence, et je te laisse la parole. Entendu. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est un peu un test. Donc comme vous l'a dit Martin, on va lancer, on va tester, on va voir un peu comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, pour vous dire, on pourra peut-être en parler à la fin. Moi, je ne suis pas à la base un géopolitologue, mais je dirais tout ce contexte, on va dire globalement de l'Europe de l'Est et au-delà et de l'Ukraine, c'est des choses qui me touchent très personnellement. Là, vous ne voyez pas mon nom, mais moi j'ai un nom, je suis d'origine polonaise. Il se trouve que ma grand-mère s'appelait Doniec, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer d'où elle venait. Donc si vous voulez, tout ce contexte-là, c'est un endroit qui est pour moi, qui me touche déjà et dans lequel j'ai été baigné. J'y ferai référence à quelques moments. Le but, c'est pas de trop personnaliser, mais je vous donnerai quelques anecdotes qui pourront permettre aussi d'expliquer ce qui se passe. Alors, comme l'a dit Martin, là, on parle de l'Ukraine. Et l'Ukraine, ça ne tombe pas du ciel. Bien sûr, comme il l'a dit, ça tombe déjà depuis 8 ans, c'est la guerre. Donc ce que je vais vous proposer, on va aller très loin en arrière. Et on va partir 100 ans en arrière. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui petit à petit vont s'éclairer. On va revenir 100 ans en arrière et on va essayer de comprendre les guerres d'empire. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des guerres d'empire dans lesquelles nous sommes entraînés. Alors, voilà un petit peu. L'idée, c'est de montrer que c'est l'aboutissement d'une longue histoire. Donc, il y a plusieurs parties. Je vais vous parler de la partie globalement 1900, on va dire, 1920-1945. Puis ensuite, on va voir comment on est arrivé à créer l'OTAN et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50. Puis, je vais vous parler des années 60-70, qu'on appelait le containment. Je vais vous parler du complexe militaro-industriel, parce qu'évidemment, alors là, ceux-là, il ne faut pas les rater. Je vous parlerai aussi des années Reagan, ce qui s'est passé. Ensuite, on passera à la chute de l'URSS. Et globalement, suite à la chute de l'URSS, quel est le mouvement qui a été enclenché? Et puis ensuite, je vais vous parler, on va faire le focus sur l'Ukraine, mais de façon un peu décalée. Et puis on va aussi parler au-delà de l'Ukraine, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que, pour les gens qui ont enclenché ça, l'Ukraine n'est qu'une étape. C'est une étape importante, mais il y a d'autres choses qui vont se dérouler derrière. Alors, on va commencer par les années 20 aux années 1945. Et là, on va parler d'empire. On va parler d'empire au pluriel. Alors, il y a l'empire un peu, pour nous, c'est un peu naturel. C'est-à-dire, on se dit, oui, bien sûr, nous sommes des Français. Quand on pense empire XXe siècle, on pense à l'empire de la fin du XIXe. On se dit globalement, il y a l'empire britannique. Vous voyez, c'est celui qui est en rouge. Et puis, il y a l'empire, on va dire français, celui qui est en bleu. Donc ça, c'est à peu près clair. Ce qu'on ne dit pas derrière, c'est qu'il y a deux empires. Un qui est caché, qui a d'ailleurs été toujours suffisamment malin pour ne pas se présenter comme un empire, c'est l'empire américain.
Alors l'Empire américain, il démarre globalement, on va dire, à la fin du 19e siècle. Il y a un premier coup où les Américains tapent sur la table, c'est lorsqu'ils piquent les possessions d'outre-mer de l'Espagne. Ils les piquent à deux endroits, ici, Cuba, Porto Rico, etc. Et ici, vous allez voir, on y reviendra. Ils piquent les Philippines qui faisaient partie de l'Empire espagnol. Donc il faut savoir que depuis 1898, sous un prétexte bidon, encore une fois un truc sous faux drapeau, dans le port de La Havane en Cuba, soi-disant, un cuirassé américain a été attaqué. Bon, pas besoin de vous expliquer. Donc ça sert de prétexte pour prendre Cuba, Porto Rico, essayer de commencer à creuser toute l'Amérique centrale, etc., et de venir prendre les Philippines. On reviendra tout à l'heure sur les Philippines. Alors c'est la doctrine américaine, globalement, c'est de dire, les Européens, on ne vous embête pas, vous avez vos empires, on ne vous embête pas, mais vous ne touchez pas aux Amériques. Les Amériques, c'est notre chasse gardée. D'accord? Donc ça, il faut le garder. Les Américains, c'était la théorie Monroe, etc. Donc ça, c'est le troisième empire, encore une fois, qui ne dit pas son nom. Il y a bien sûr un quatrième empire qui, au début des années 20, est en train de sortir parce qu'il est sonné. C'est l'empire soviétique. Globalement, c'est l'empire communiste. Alors, ensuite, on va regarder ce qui se passe. On va voir un peu ce qui se passe dans les années 30 et au début des années 40. Alors, les Américains, comme tous les pays globalement du monde, sont sonnés par la dépression. Je vous rappelle le krach de 1929. Derrière, ce n'est pas une récession, c'est une dépression. Actuellement, on nous dit que là, on va passer en récession. Il faut être certain qu'on ne va pas vivre la même chose, à savoir passer en dépression, comme ça s'est passé il y a 90 ans. L'attitude des Américains, c'est de dire, encore une fois, on est replié sur notre empire américain, un peu les Philippines, des îlots aussi, des îlots un peu partout dans le Pacifique. Et l'idée, c'est on fait du business avec tout le monde. Pas de détails. Aucune retenue idéologique. On fait du business avec l'URSS, on fait du business avec l'Allemagne. Quand je dis l'Allemagne, c'est l'Allemagne, puis l'Allemagne nazie, etc. Aucun problème. Au niveau stratégique, une politique de neutralité. Comme je vous le disais, on est concentré sur nos trucs. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Les US, ils entrent en guerre. Vous savez, Pearl Harbor, dont on nous a rebattu les oreilles, ils viennent pour globalement nous sauver. Non, non, non. Non, non, ça c'est du baratin. En fait, ils bougent pourquoi? Ils bougent parce qu'il y a un cinquième empire qui arrive. Je vous rappelle les empires, les Britanniques, les Français, l'Union soviétique, on va dire l'empire communiste, l'empire américain dont je vous ai parlé, et le cinquième qui arrive, c'est l'empire japonais. Donc en fait, l'empire japonais, il a passé toutes les années 30 à se développer là-dedans. Enfin, pardon. Le Manchukuo qu'il a arraché à la Chine, puis petit à petit, il est rentré en Chine, etc. Et à ce moment-là, il commençait à avoir des velléités de se créer, c'était un discours, de se créer un empire asiatique et globalement de rejeter les Occidentaux. C'est-à-dire globalement, les Occidentaux, c'est dire vous n'avez rien à faire en Asie, donc c'est nous les Japonais qui allons prendre le contrôle de l'Asie. C'est cohérent, pourquoi pas? Qu'est-ce que les Anglais ont fait? Qu'est-ce que les Français nous avons fait? Qu'est-ce que les Américains ont fait? Pourquoi pas? Donc il ne faut pas oublier que ça c'est le cinquième empire. Et là, les Américains ils commencent à sentir le danger. Donc il y a une attaque, c'est un petit peu à l'extérieur de ça, en décembre 1941, le 7 décembre, sur l'île de Pearl Harbor, sur la base de Pearl Harbor, qui fait partie des îles Hawaï. Donc les Japonais vont bombarder en espérant, ils espèrent faire un coup en disant on va tellement sonner les Américains qu'ils vont en rester là. Ils vont être sous choc. Et globalement, l'idée, le calcul stratégique des Japonais, c'est de dire les Américains, ils vont abandonner l'Asie-Pacifique. Ils vont nous la laisser, entre guillemets. Ils ont les Amériques, il y a les Anglais, il y a les Français, etc. Et là, manque de peau, les Américains, pour eux, le Pacifique, c'était quand même leur zone. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour, entre guillemets, provoquer Pearl Harbor? Ils ont coupé le Japon des colonies hollandaises. Je vous rappelle que l'Indonésie, qui est ici, était avant la guerre une colonie hollandaise, avec des ressources pétrolières gigantesques. Donc le Japon s'approvisionnait là-bas, les Américains ont mis un embargo. Les bonnes habitudes ne se perdent pas. Embargo, on sanctionne le Japon, 1941, pas 2022 ou 2021, 1941. Donc à ce moment-là, les Japonais sont coincés parce que très vite leurs ressources vont s'effondrer. Donc ils attaquent les Américains en essayant de les sonner. Ça, c'est l'étendue
je vous passerai l'expression, de l'Empire japonais en 1942. Donc c'est-à-dire en l'espace de, on va dire, 7-8 mois, les Japonais conquièrent tout ça. Et à ce moment-là, les Américains rentrent en guerre. Pour l'anecdote, les Américains n'ont pas déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. C'est l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre aux Américains. Dans le cadre du pacte qui liait le Japon à l'Allemagne, comme le Japon avait déclaré la guerre aux Américains, les Allemands, en solidarité avec leurs alliés japonais, ont déclaré la guerre aux Américains. Alors, maintenant, on va voir la guerre, on ne va pas aller dans le détail, ce n'est pas le propos, mais c'est juste pour un peu recaler. Maintenant, quelle est la situation en 1945 ? On va dire mi-45, pas mi-45, on va dire septembre, lorsque la guerre dans le Pacifique s'est terminée. Alors, sur le plan économique, ça c'est un truc fou. Les Américains représentent 50% de la production industrielle du monde. Vous imaginez un peu, 50%. Et les pays européens sont sous perfusion. C'est-à-dire les pays européens ont été sonnés, c'est de la Deuxième Guerre, il y a déjà eu une guerre 20 ans avant qui avait sonné la France, la Belgique, l'Allemagne, etc., et d'autres pays européens. Et là, donc, les Américains décident de dire ben, on va un peu mettre les Européens sous perfusion, et ils mettent en place le plan Marshall. Donc le plan Marshall qui a été mis en place partout en Europe, sauf en France. Et, point important, les Américains se rendent compte que, je vous rappelle, 5 empires, on va dire, à un moment donné, le Japon pulvérisé, la France et la Grande-Bretagne, ça va pas très très fort. Hein. Je veux dire, on a déjà du mal à se relever. Donc on avait entre guillemets soi-disant l'Empire, mais on a bien vu ce qui s'est passé en l'espace de 15 ans. 15-20 ans, on va dire, nos empires ont disparu. Donc ça veut dire que les Américains se rendent compte que ces empires sont... Et en fait, ben, ils se disent, ben, finalement, on va prendre la place. Sur le plan militaire, c'est l'unique puissance nucléaire. Les Soviétiques n'auront la bombe atomique qu'en 1949, 4 ans plus tard. Et pendant plusieurs années, les Soviétiques étaient paniqués au fait que, de la possibilité que les Américains auraient pu les bombarder. Et ce n'est pas seulement un mythe, si certains connaissent le film Docteur Folamour, hein, vous l'avez peut-être vu, c'est un film de Stanley Kubrick qui explique bien un peu cette espèce de folie de guerre atomique larvée. Et, suite de la guerre, il y a des bases américaines partout en Europe et en Asie. Donc il faut savoir que quand on parle actuellement du fait que les Américains ont 800 bases à travers le monde, à peu près 800, on ne sait pas. Même je crois que le Congrès américain ne connaît pas toutes les bases américaines. Il y en a qui sont sous du secret. Donc ça veut dire que vous avez une situation où les Américains se disent on a des bases partout, dans les îles, dans le Pacifique, partout. Ils ont récupéré évidemment leur base aux Philippines, et puis les empires britanniques et français sont exsangues. Donc l'idée, c'est comment essayer, entre guillemets, de profiter de la situation. Et là, il y a une espèce d'arnaque un peu. Alors, pardon. Oui, il y a un seul challenger, c'est l'URSS. 27 millions de morts. 27 millions. C'est pas... Pour vous situer un peu, la Seconde Guerre mondiale en France, c'est 600 000 morts. Je crois que la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, c'est de l'ordre de 300 000 morts. Donc vous imaginez, l'Union soviétique, c'est 27 millions. Il faut savoir qu'une région qui actuellement est un pays, la Biélorussie, a perdu 40% de sa population, a été tuée. 40% de la Biélorussie. L'Ukraine, c'est peut-être de l'ordre de 20%, enfin, ou 10 ou 15%. Donc il faut savoir que c'est... Et une grande partie du territoire a été ravagée, puisque les Allemands ont fait la politique de la terre brûlée, ils ont tout ravagé. Donc là, globalement, il commence à y avoir, en Occident, la volonté de dire ben, on n'a plus d'ennemis, il faut s'en fabriquer un peu un, quoi. Donc globalement, on va monter de plus en plus la sauce du style l'URSS est un danger, est un danger, est un danger, est un danger, alors que, encore une fois, jusqu'en 1949, il n'y a que les Américains qui ont la bombe atomique. Alors, on arrive maintenant à la création de l'OTAN. Et on va parler un petit peu des années 50. Vous m'arrêtez si je vais trop vite, s'il y a des choses sur lesquelles je passe trop rapidement, etc. Vous n'hésitez pas. Donc, création de l'OTAN. Alors, voilà l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Alors, c'est quand même, il faut garder le nom. Le nom, il est clair. C'est le traité de l'Atlantique Nord. Donc, entre guillemets, déjà, qu'est-ce que l'OTAN fout en Ukraine?
c'est l'Atlantique Nord, l'Ukraine. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en Serbie ou au Kosovo? C'est l'Atlantique Nord. Donc déjà, les membres fondateurs, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a le Luxembourg, bref, il y a à peu près 6 pays, plus bien sûr les États-Unis et le Canada. Donc ça, c'est le traité. Et comme par hasard, vous allez voir, c'est amusant, donc c'est les membres fondateurs, et son baptême du feu, il le fait où? Il le fait en Corée. Je vous rappelle, la Corée se trouve dans l'Atlantique Nord, évidemment, comme tout le monde le sait. Alors, c'est le baptême du feu de l'OTAN. Alors ici, j'ai mis juste, il y a une petite anecdote, voilà, vous allez voir, c'est juste une micro-animation qui explique ce qui s'est passé, voilà. Donc ça, c'est un peu pour dire à la fin, globalement, il y a eu des allers-retours entre les armées du Corée du Nord qui ont été aidées énormément par l'armée chinoise. On sait aussi que l'aviation, c'était en partie des pilotes soviétiques qui pilotaient les avions de Corée du Nord, bon, peu importe. Voilà. Et donc là, la guerre de Corée, c'est 1950. La guerre de Corée se termine en 1953 avec une espèce de stabilisation. Le 38e parallèle, c'est là où globalement, ça existe toujours, ça fait 70 ans, ça n'a pas changé. Donc, on se dit, le temps, il faut l'étendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors en 1952, un coup de génie des Américains, ils arrivent à récupérer la Turquie. Alors, en 1949, l'URSS est devenue une puissance nucléaire. Pourquoi les Américains ont pu récupérer la Turquie? C'est parce que la Turquie a commencé à avoir un peu peur. Okay? Le bloc de Varsovie l'entoure globalement un peu sur 3 côtés, quoi, si vous voulez, un petit peu. Vous avez sur le côté ouest de la Turquie, vous avez la Bulgarie, la Roumanie qui faisaient partie du bloc communiste. Sur le nord, l'Ukraine, qui est une région évidemment de l'Union soviétique. Et sur l'est, vous avez les territoires russes qui sont là. Okay? Donc en fait, la Turquie prend un peu peur et elle décide. Et elle veut en plus s'occidentaliser. Vous savez, c'est la démarche qui a été lancée dans les années 20 par Kemal Atatürk, Mustafa Kemal, donc Atatürk, le père des Turcs. Et puis il y avait toujours cette tendance-là dans les années 30, 40 et 50. Donc à ce moment-là, l'OTAN récupère la Turquie. Je vous rappelle, la Turquie fait partie, bien sûr, de l'Atlantique Nord. Hein, ça va sans le dire. Et alors, deuxième coup, l'Allemagne. En 1955, ils récupèrent l'Allemagne. Ça faisait 10 ans de purgatoire. Je vous rappelle qu'on a mis l'Allemagne au purgatoire. Ça n'a pas empêché les Américains, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Paperclip, qui veut dire trombone, quoi, trombone non, je crois que c'est agrafe ou trombone, je crois que c'est trombone. Dans le cadre de ce programme-là, ils ont été faire leur marché en Allemagne. Ils ont récupéré tous les scientifiques qui pouvaient, qui étaient mêlés de près ou de loin avec les crimes nazis, avec les camps de concentration. Exemple, Werner von Braun, le père des fusées. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est quand lui, il s'est occupé sur la Baltique, il était à l'époque chargé du programme des V2, donc des fusées nazis. Bon, ce qu'on sait très bien, c'est que les gens qui construisaient les fusées, c'était des prisonniers de camps de concentration. Il y avait même, à Peenemünde, il y avait un camp de concentration. Donc tous ces gens-là étaient mouillés jusqu'au cou. Ils ont même été jusqu'à exfiltrer un type qui était un général SS qui s'appelait Hans Kammler, qui était un général SS qui pilotait tous les programmes secrets de l'Allemagne. Ils l'ont exfiltré, envoyé aux États-Unis, changé son nom, son histoire, etc. Il a été récupéré comme ça. Donc on va dire que c'était un purgatoire relatif. Il faut savoir qu'ils ne sont pas privés de faire ça et de faire une deuxième chose, de récupérer tous les services secrets nazis pour les retourner et en faire des alliés dans la lutte contre l'Union soviétique. Alors, sortie du purgatoire. Et puis là, il y a un truc, je vous rappelle qu'il y avait, vous savez, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, vous savez, l'ancêtre de l'Union européenne. Au début des années 50, il y a un certain nombre de pays européens qui disent on va essayer de faire une espèce de s'unir pour tout ce qui est production de l'acier, tout ce qui est production du charbon. Et puis, on a aussi l'idée de dire on pourrait peut-être faire une communauté européenne de défense. Je dirais, entre les Anglais, les Français, les Italiens, etc. Les Belges, voire pourquoi pas les Allemands. Et en fait, la CED, elle échoue. Certains disent qu'elle a été sabotée. C'est-à-dire que certains ne voulaient pas que les Européens s'organisent déjà, je vous rappelle, ça fait 70 ans qu'on parle d'une défense européenne. Ça fait 70 ans qu'elle n'aboutit pas. Elle a commencé à ne pas aboutir en 1955 avec la Communauté européenne de défense qui échoue. Et puis, l'OTAN, on va dire globalement les US, ça sera plus rapide, ils veulent récupérer l'Allemagne. Et donc ils récupèrent l'Allemagne et ils l'intègrent dans l'OTAN.
Une chose qui est très peu connue, Staline, bon, je suis pas là pour défendre Staline, hein, c'était une crapule, enfin, c'était un fou sanguinaire, meurt en 1953, après il y a une bascule, et il faut savoir qu'en 1954, l'URSS a demandé à adhérer à l'OTAN. Donc l'idée, c'était de dire, on essaie de se calmer, on va calmer cette guerre froide, et on va adhérer à l'OTAN. Évidemment, vous allez voir, je vais en reparler tout à l'heure, vous allez voir, il y a une anecdote assez étonnante avec ça, mais vous comprenez bien que le complexe militaro-industriel, lui, ce qu'il veut, c'est fabriquer des armes, donc il a besoin d'un ennemi. Si les Russes rentrent dans l'OTAN, je dis des Russes et Soviétiques, peu importe, si les Russes rentrent dans l'OTAN, on n'a plus d'ennemis, pourquoi on va construire des armes? Alors, retenez-le, parce que vous allez voir, 1954, l'URSS demande à rentrer dans l'OTAN. Et vous allez voir que ça se renouvelle. Hop, hop, hop. Alors, excusez-moi. Alors, il y a 70 ans, je vous demande de retenir ça, parce que ça, c'est fabuleux. Ça a été dit en 53 ou 54. Regardez bien. Tout est dit. Ce qui se passe actuellement, c'est ça. Et ça, ce n'est pas un complotiste qui a dit ça sur l'ancêtre d'Internet en 1953. Ce n'est pas un complotiste, c'est lui. Le général Hastings Pug Ismay. Regardez qui il était. Il était le premier secrétaire général de l'OTAN entre 1952 et 1957. Et ce monsieur a quand même un pédigré important. C'est donc un général britannique qui est né en Inde, et en fait qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été le conseiller militaire de Churchill. Donc vous voyez, c'est quand même une pointure. Si d'ailleurs ils l'ont nommé à la tête de l'OTAN en 1952, c'est parce qu'ils estimaient que c'est une pointure. Et c'est lui qui a dit ça pour la première fois. Et c'est ce qu'on vit actuellement. Vous allez voir, on va y revenir, c'est ce qu'on vit. Les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur, et les Allemands, où ils sont en train de retourner, où ils essaient de les faire retourner. Alors, maintenant on bascule, on va rentrer dans les années 60-70. Et là on va parler de la politique du containment. Donc ça c'est des termes qui étaient vraiment utilisés à l'époque, c'est l'endiguement. Alors, 62, la crise de Cuba, que tout le monde connaît, etc. Donc on va voir les deux aspects de la crise de Cuba. Alors, les raisons officielles de la crise de Cuba, suite à la révolution de 1959, Cuba s'était rapproché de l'URSS, etc. Il faut juste savoir que Cuba s'est rapproché de l'URSS. Dans un premier temps, suite à la révolution à Cuba n'était pas une révolution communiste, c'était une révolution nationaliste. Dans un premier temps, ils ont voulu se rapprocher des Américains qui les ont éconduits. Et comme ils étaient isolés, face aux Américains, ils se sont rapprochés de l'URSS. Et les Soviétiques envoient des missiles nucléaires pour les installer à Cuba. Bien, maintenant, il y a aussi l'autre version, enfin, complémentaire. Il y avait une opération dont vous avez peut-être entendu parler, c'était le fait de renverser le régime de Castro. C'est une opération qui s'appelait l'opération de la baie des cochons, qui a été un échec retentissant, puisqu'en fait les gens, on ne sait pas, ils ont peut-être été balancés, dénoncés, mais c'était un échec retentissant. Il y a eu plusieurs dizaines, ou peut-être 100 ou 200 morts, il y a eu plusieurs centaines de prisonniers qui ont été faits par les armées cubaines, mais il y avait un autre projet derrière, qui était en préparation, c'était l'opération Mongoose, qui était envahir l'île avec l'aide de l'armée américaine. Donc ça, c'était en préparation suite à l'échec de la baie des cochons. Et les Américains avaient installé des missiles nucléaires en Turquie. Je vous rappelle, la Turquie, 1952, rentrait dans l'OTAN. Début des années 60, les Américains mettent des missiles nucléaires en Turquie. Donc évidemment, l'URSS voit le danger immédiat, puisque c'est les portes, c'est les marches du territoire. Donc les Soviétiques répondent. Et donc là, ils envoient des missiles nucléaires pour les installer à Cuba. Donc, très grosse tension. Très grosse tension. Je me souviens, n'étant pas un perdreau de l'année, je me souviens, j'étais enfant, mais je me souviens de la tension à l'époque. Donc, c'était vraiment, les gens étaient persuadés que la guerre allait arriver, vraiment. Excusez-moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est calmé, parce que je pense que Kennedy, qui était tout sauf un belliciste, qui était un homme en plus de sang-froid, okay, qui avait fait l'épreuve de son courage pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc il était tout sauf un belliciste, il avait en face un Khrouchtchev qui globalement était un peu un type exubérant, mais ce n'était pas un Staline. Donc je pense que ces deux personnes-là ont réussi à s'entendre. Donc globalement, l'accord, c'était de dire, qu'est-ce qu'on a dit en Occident? Ouais, ça y est, les Soviétiques ont cédé aux Américains, ils ont eu peur, ils ont enlevé les missiles nucléaires. Attention, c'est pas ça qui s'est passé.
il y a eu un accord croisé. Vous enlevez les missiles à Cuba, nous sommes d'accord pour enlever nos missiles de Turquie. Mais ça, évidemment, on n'en a pas parlé parce que c'était une négociation. Alors, on va parler rapidement un peu de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas tout à fait l'OTAN, mais ça explique des choses. C'est déjà une lutte entre les États-Unis et, on va dire, URSS Chine, hein, comme quoi, vous voyez, quand on monte dans le temps. Hein. Quand on remonte dans le temps, regardez, c'était il y a 60 ans. Guerre du Vietnam, guerre par proxy interposée. Ben, le proxy, c'est le Vietnam. 3 millions de morts seulement. Bon, c'est pas grand-chose finalement. Puis de toute façon, tout le monde s'en fout, c'est les Vietnamiens. Donc allons-y. Donc voilà, donc ça c'est... Mais ça se termine quand même par un départ humiliant pour les US. Hein, il y a des images qui ont été faites, hein, quand ils quittent Saïgon, c'est une catastrophe. Ils quittent en catastrophe, avec les hélicoptères qui partent du toit de l'ambassade, enfin bref. Et les conséquences, alors la guerre a tellement coûté cher aux États-Unis qu'ils ont été amenés en 1971, avec un endettement de fou, à abandonner le standard or, et ils ont créé, je crois en 1973-1974, le pétrodollar. Et puis, les Américains ont joué assez finement à l'époque, c'est l'époque Kissinger, qui était un type, donc qui n'était pas un type, je dirais, bref, mais qui était un type brillant, très intelligent. Il a senti l'opportunité de se rapprocher de la Chine. Il s'est dit, nous les Américains, on va se rapprocher de la Chine et on va essayer d'isoler l'Union soviétique. Et il y a eu des visites, etc. La démarche n'a pas trop mal fonctionné. On va parler un peu du complexe militaro-industriel. J'ai sous-titré ça « Comment se remplir les poches ». Parce que là, on parle de sommes tellement démentielles que... Alors le principe, j'ai mis, voilà, qui a dit corruption? Alors voilà un peu, là, c'est un schéma, on ne va pas aller dans le détail, peu importe, mais c'est de vous montrer toutes les boucles de rétroaction, quoi. L'industrie de défense finance les universités, finance des fondations, des ONG, on dirait maintenant, ok, finance directement des think tanks, des fonds d'investissement, la presse, évidemment qui vont influencer les électeurs, qui vont élire le pouvoir exécutif. David, excuse-moi, tu peux te décaler un tout petit peu. Le pouvoir législatif, qui vote le budget, et hop là, le budget, on renvoie l'ascenseur et on donne plein de sous. Et vous allez voir, quand on dit plein de sous, c'est vraiment plein de sous. Et les think tanks influencent le Pentagone. Donc voilà globalement, hein, on va pas dans ça, je crois que ça dit tout là, ok, ça dit tout. Voilà comment fonctionne le complexe militaro-industriel. Vous me dites si vous voulez que je m'arrête là-dessus ou si c'est bon pour vous. On continue. Alors, regardez, le budget de la défense américain. Alors là, on est en équivalent, je crois, 2013. Évidemment, vous ne pouvez pas comparer les dollars de 1940 avec les dollars actuels. Mais donc, tout a été recalé sur la base d'un dollar 2013. Donc, on a fait ça en dollars constants. Donc, bien sûr, regardez les dépenses. Seconde Guerre mondiale, 1942-1944, c'est légitime, ils sont en pleine guerre, etc. Et là, le budget monte à, encore une fois, dollars constants. 1000 milliards de dollars. On se dit, OK, on comprend. Bien. Et puis là, ça se calme un peu. 46, etc. Et là, regardez, à partir de 50, c'est reparti. Donc là, la machine de propagande, elle fonctionne, celle qui était ici. OK. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était aussi la période où il y a eu tout ce qu'on appelait le macartisme. Hein, macartisme aux États-Unis, qui est la chasse globalement à toutes les options déviantes. Globalement, on va dire quelqu'un qui est critique par rapport à ça, par rapport à ce complexe, etc. Il est présenté comme un communiste. T'es communiste. Donc, il se passe les mêmes choses actuellement, regardez. Hein. On balance les gens, vous voyez, on les critique. T'es complotiste. T'es complotiste à l'époque, non, t'es communiste. Les mecs n'étaient pas forcément communistes. Donc il y a eu des épurations très importantes hein, dans les médias en général, dans la presse, dans toute la partie aussi, le monde artistique, qui a été fortement épuré aussi à l'époque. Hein. Charlie Chaplin, par exemple, voilà. Bon. C'est ça, d'être d'agent communiste. Voilà. Donc maintenant, il aurait été accusé d'être complotiste, probablement. Donc regardez bien. Et donc là, on voit, bon là, c'est la sortie de la guerre, donc OK, et là, c'est reparti. Voyez, et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe. Là, on arrive, regardez bien, la guerre du Vietnam. Ils essaient un peu de se désengager. Donc, vous voyez, là, c'est la guerre du Vietnam qui est là. Voilà. Hop, ils essaient de se désengager, donc ils réduisent un petit peu. Et là, c'est reparti. Vous voyez, regardez. Et on regrimpe. Mais il faut se dire, quand on réfléchit un peu,
Encore une fois, c'est en dollars constants. En pleine guerre, les Américains se battent contre l'Empire japonais, l'Allemagne nazie. Ils dépensent 1000 milliards. On le comprend, il faut produire comme des fous, des dizaines de milliers d'avions, etc. Mais on se dit, il arrive à dépenser 500 milliards pour la guerre du Vietnam. C'est quand même pas une guerre du même niveau que quand il faut se battre face aux Japonais, face aux Allemands. Ce n'est pas des touristes quand même. Okay. Donc en fait, là, vous avez, à cette période-là, le complexe militaro-industriel qui va à fond, à fond, à fond, à fond. Donc globalement, c'est le danger communiste. Il y a des films que vous pouvez retrouver un peu partout sur YouTube. C'est dans les écoles, on montre aux enfants, si vous voulez, lorsqu'il y a une bombe nucléaire qui va tomber, où il faut aller se cacher. Ce qui est un délire, quoi. Pauvre gamin, vous avez une bombe nucléaire qui tombe à 5 km ou 20 km, il doit se cacher sous les tables. Mais je vous assure, regardez, c'est filmé. Il se cache sous les tables, dans les classes. Vous voyez, donc on est dans une espèce de propagande, je dirais, complètement ouverte, open bar, quoi. Voilà, donc on est là sur cette période-là. Je vais vous montrer autre chose. Et là, regardez bien. Donc on peut se dire, voilà, c'est du complotisme. Mais regardez bien ça. Est-ce que lui, c'était un complotiste? C'est ce qu'a dit le président Eisenhower lorsqu'il a quitté le pouvoir. Je vous rappelle que Eisenhower, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même un type, il savait de quoi il parlait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était le généralissime de toutes les armées alliées, globalement, sur tout le front européen, le front de l'Ouest. Donc il savait de quoi il parlait quand il parlait de la guerre. Ensuite, il a été élu 2 fois président des États-Unis. Et il a assisté dans les années 50 à cette prise de contrôle du complexe militaro-industriel. Pour lui, ça a été tellement prégnant. Vous imaginez, ce gars-là, c'est le héros, quoi. C'est le héros. Donc le héros, plus 2 fois président, il était hyper apprécié par les gens. Et lorsqu'il fait son discours de fin de mandat avant de passer la main à Kennedy, Kennedy qui prend le rôle 3 jours après, le 20 janvier, je crois, il dit ça. Pour qu'il arrive à dire ça au moment où il quitte le pouvoir, c'est que vraiment il en avait gros sur la patate. Donc regardez bien ce qu'il dit. Nous devons prendre garde à l'acquisition d'une influence illégitime par le complexe militaro-industriel. Le risque d'un développement désastreux d'un pouvoir usurpé existe et persistera. Ça sonne un peu d'actualité, non, vous ne trouvez pas? Ça sonne d'actualité. Et c'était il y a 60 ans. Et ça a été dit par un type qu'on ne peut pas présenter comme un complotiste. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà. Donc là, on est dans, on va dire, années 70. Il y a un peu ça aussi. Il y a encore des choses aussi qui se passent. Je ne vais pas être dans le détail. C'est aussi les guerres qui se passent en Afrique. Où là, c'est une guerre en Angola. Les proxys, c'est Cuba, qui envoie 70 ou 80 000 soldats. Et l'autre proxy, c'est l'Afrique du Sud, qui envoie plusieurs dizaines de milliers de soldats. Donc vous avez une guerre en Angola, ancienne colonie portugaise, entre des armées cubaines, des armées sud-africaines, qui sont évidemment financées et équipées par les Américains d'un côté, par les Soviétiques de l'autre. Mais on ne va pas aller dans le détail. Alors on va passer aux années Reagan. Alors c'est ce qu'on appelle le rollback. Donc je vous rappelle, jusqu'à la fin des années 70, on est dans le containment. C'est-à-dire que là, on essaie de limiter. À partir des années 80, on ne va pas limiter, on va repousser. Donc c'est le rollback. On va essayer de plus que contenir, on va renvoyer les Russes, on va dire les Russes, les Soviétiques, dans leur but. Alors, phase 1, on relance la guerre froide. Comment on relance? 2 façons. On veut sortir les Soviétiques d'Afghanistan. La guerre a commencé en 1979. Bon, globalement, comment font les Américains? Ils financent les mouvements de résistance locaux. Ok, on peut le comprendre, ça fait partie du jeu. Et quelque chose qui ensuite va coûter cher et peser longtemps, ils favorisent le développement des mouvements islamistes. Donc, l'islamisme, c'est une création américaine à l'occasion de la guerre en Afghanistan. Ce n'est pas une émanation, ça ne sort pas comme ça, tranquillement, d'Arabie Saoudite ou de je ne sais pas où, etc. C'est eux qui le créent. En Europe, ils déploient des missiles Pershing de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest. Pardon, excusez-moi. À l'époque, on est au tout début des années 80, les Soviétiques avaient mis dans les pays du bloc, c'est-à-dire globalement la Pologne, l'Allemagne de l'Est, des missiles SS-20. Les Américains mettent des missiles Pershing. Finalement, ils arrivent à se mettre d'accord et on démonte tout. C'est-à-dire qu'au milieu des années 80, 85, 86, on décide de tout démonter. Et à l'époque, voilà, on commence. Reagan des Unions soviétiques, c'est l'empire du mal.
Donc je vous rappelle que faire ça, désigner, diaboliser l'adversaire, c'est presque déjà en faire presque un sous-homme, quoi. Donc c'est globalement, à partir du moment où votre adversaire est un sous-homme ou votre adversaire et c'est l'empire du mal, bah vous avez, il ne faut pas hésiter. Vous n'avez aucune limite dans les actions que vous allez mener contre lui. Alors phase 2, on essaie quand même de calmer le jeu. Alors il y a un premier traité, et là le jeu se calme parce qu'en Union soviétique, il y a Gorbatchev qui vient au pouvoir, qui fait, je vous rappelle, les deux mouvements, hein, ce qu'on appelait la perestroïka, la réorganisation, et la glasnost, la transparence. Et lui, il décide de dire, bon, on va essayer d'apaiser les choses. Donc, un traité est signé, suppression des missiles nucléaires à portée intermédiaire. Donc, comme par hasard, on essaie de nous reparler actuellement. Vous savez, quand on parle de frappe nucléaire tactique, hein, dans les médias, on commence à nous en parler un peu, c'est ça. C'est les missiles qui ont été supprimés il y a 35 ans, l'accord a été signé, il n'y aura pas de missiles nucléaires tactiques. Il y a, donc Reagan quitte le pouvoir en 89, mais bon, le traité est signé 2 ans après, mais il a été préparé par lui, et on réduit les missiles nucléaires stratégiques. Je fais juste une digression. Si parmi vous, certains sont à l'aise à écouter des vidéos, des choses en anglais, il y a un type qui est très intéressant, qui est un Américain, qui est un ancien colonel des Marines, qui s'appelle Scott Ritter. Je ne sais pas si parmi vous, certains le connaissent. C'est une chaîne sur YouTube, Scott Ritter. Il était à l'époque dans les équipes qui se chargeaient du contrôle du désarmement de missiles balistiques. Donc il connaît très très bien cette logique-là. Et actuellement, il fait des vidéos pour expliquer ce qui se passe en Ukraine. Donc il est remarquablement intéressant. Et alors là, on arrive à ce que j'ai appelé l'open bar. L'URSS chute, et maintenant, on y va. Il n'y a plus de contrepoids, donc je vous rappelle, 5 empires, 2 empires, 90, magie, 1 empire. L'URSS a disparu. Il ne reste plus que, globalement, je vais l'appeler l'empire américain. Alors, années 90-91, là on a au pouvoir le père, donc George Herbert Bush, le père de George Walker Bush. George Herbert Bush. Bonjour. C'est les années Bush père. Alors, à l'époque, il y a un deal qui est pris, qui n'a pas été gravé, mais il y a énormément de traces, puisque ça a même été confirmé par des gens comme James Baker, comme notre ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque de Mitterrand. Excusez-moi, son nom m'échappe. Pardon ? Non, ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Roland Dumas, qui aussi a confirmé que c'est vrai. À l'époque, réunification de l'Allemagne, les Russes ont dit OK, on ne s'y oppose pas. Je vous rappelle, l'Allemagne était coupée en deux à l'époque. Hein, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. On ne s'y oppose pas, mais vous vous engagez à ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Donc au-delà de cette réunification de l'Allemagne, les Américains disent oui. Ça a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères américain James Baker, qui a dit que c'est vrai, par Roland Dumas qui a dit que c'était vrai, mais ça n'a pas été écrit dans un traité. Les Soviétiques ont fait l'erreur de faire confiance à la parole. À partir de 1993, c'est les années Clinton. Et là, il y a un peu un basculement où, voilà, là, on va dire que ça s'accélère. Ben, c'est le moment, comme on pense beaucoup, l'oligarchie, en fait, prend le contrôle globalement dans les années Clinton, un contrôle de l'empire. Donc l'empire devient un empire oligarchique. Et là, il est prévu, pardon, une extension en 4 phases. Je crois que j'ai un graphique. Regardez les dates, 96, 98. Excusez-moi. Pardon. Alors, j'ai oublié le truc. Ah oui, alors globalement, c'est en 4 phases. Donc, globalement, c'est... je crois que... Alors, c'est un peu décalé. Je crois que c'est l'arrivée Tchéquie, Pologne. Là, ici, 2000, ça doit être les Pays-Baltes. Et 2005, ça doit être Roumanie, Bulgarie. Voilà. Entre-temps, l'URSS s'est effondrée. Donc, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y reste plus qu'un empire. Et là, la guerre de Yougoslavie. 1992, la Yougoslavie éclate. Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est la paix. La preuve. C'est tellement la paix qu'on sait que globalement, qui a poussé beaucoup à l'éclatement de la Yougoslavie, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a tout fait pour que la Croatie quitte la Yougoslavie. Alors que la France, à l'époque, c'était Mitterrand. Il a tout fait pour garder l'unité de la Yougoslavie. Il ne voulait pas. Il avait un certain nombre
de vision intéressante. C'est un type qui avait quand même des visions un peu stratégiques, puis qui avait du recul. Et il sentait que si on dépeçait la Yougoslavie, ça allait mal tourner, parce que ça a déjà mal tourné dans le passé, ce n'était pas la peine. Donc il fallait garder cette espèce d'équilibre fragile de la Yougoslavie. Les Allemands, eux, ils ont utilisé la Croatie pour dépecer la Yougoslavie. Ils avaient déjà utilisé la Croatie dans les années 40. On ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est des sujets très très douloureux. Alors, il y a une opération, Deliberate Force, bon c'est clair, l'appeler comme ça, il faut le faire quand même. Voilà, force délibérée en 1995. L'OTAN bombarde la République serbe de Bosnie. Je vous rappelle, quand ça éclate, il y a, vous voyez un peu la Yougoslavie, globalement, un petit pays sur la gauche qui est la Slovénie, facile, 1 million d'habitants, il part facilement, il n'y a aucun problème. Un pays qui est en forme de boomerang, qui s'appelle la Croatie, qui donc là est un peu extrait, là ça commence à devenir un peu délicat, et au milieu trouve la Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine qui en fait, pour des raisons historiques, se trouve peuplée de Serbes, de Croates et de Bosniaques. Pour faire simple, quand on dit serbe, vous pensez orthodoxe, quand vous dites croate, vous pensez catholique, quand vous pensez bosniaque, vous pensez musulman. Donc vous imaginez le chaudron. Donc à ce moment-là, les Serbes, ayant peur qu'ils soient purgés ethniquement par les Croates, ce qu'ils ont fait pendant les années 40, puisqu'ils étaient alliés de l'Allemagne, les Croates, et c'est ce qu'ils ont fait en purgeant, en tuant des centaines de milliers de Serbes, ils décident de faire une sécession. Et donc là, il y a l'OTAN qui va bombarder la République serbe de Bosnie. Vous savez, c'est toutes les histoires, on a dit à l'époque, comment ça s'appelait Srebrenica. Ça parle le nom Srebrenica. Soi-disant, il y avait eu un massacre, un génocide pratiquement, etc. Voilà. Donc voilà, c'est tout dans cette logique-là. Donc l'OTAN bombarde la République serbe de Bosnie pour en fait les faire tenir tranquilles. Ah, excusez-moi, voilà l'expansion, le graphe n'était pas au bon endroit, excusez-moi. Donc l'extension en marche, je vous rappelle, regardez, là, c'était l'Allemagne. En 90, suite à la réunification, les Russes donnent leur accord en disant « mais vous n'allez pas au-delà, mais nous donnons notre accord pour que l'Allemagne de l'Est se rentre dans l'OTAN ». Et juste après, 9 ans plus tard, Polonais, Tchèques, Hongrois, et 5 ans plus tard, le reste, on va dire les 3 pays baltes, la Slovénie, la Slovaquie, Roumanie, Bulgarie. Voilà. Et en fait, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, Yeltsin avait pris le pouvoir suite à la chute de l'URSS. Donc, vous savez que Yeltsin est quelqu'un qui buvait énormément, donc qui souffrait d'un alcoolisme très très fort. Et il faut savoir qu'en plus, il était très très cardiaque. Et il a eu tout un tas d'incidents cardiaques, dont une crise cardiaque. Donc, il a protesté à plusieurs reprises. Mais il était tellement fragilisé physiquement qu'il n'a pas pu vraiment bouger et faire quoi que ce soit. Et puis maintenant, on passe à l'étape suivante, la guerre à la Serbie. Alors, je vous ai mis là nos amis du monde. Voilà. Voilà, voilà. Alors, regardez bien. Le mensonge du Kosovo, on est en 99. En 99, l'Occident, ce qu'on appelle la communauté internationale, vous savez, accuse les Serbes de génocide au Kosovo contre les Albanais. Et regardez bien nos amis Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel, qui était le directeur de la rédaction à l'époque, en 99. Voilà. Regardez l'image, elle est claire, on fait des photos, puis dans le Kosovo, pendant ce temps-là, les Serbes massacrent les Albanais. Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, ceux-là, ils n'en ratent pas une, redoute que l'on découvre un véritable abattoir au Kosovo. Alors regardez bien. En 2001, il y a une commission d'enquête des Nations Unies qui déclare qu'il n'y a pas eu de génocide au Kosovo, que c'était un coup monté. Donc c'est un coup monté qui a permis, en fait, je crois que j'ai... Hop, voilà. Donc suite à ça, qu'est-ce que fait l'OTAN? Il fait la guerre à la Serbie. Opération Allied Force, en 1999. Et là, c'est pas reluisant parce que la France a aussi participé. Pendant 78 jours, on a bombardé la Serbie. 78 nuits d'affilée, on a bombardé Belgrade. Je crois que... Et je vais dire une bêtise. Je ne me souviens pas. Et donc, on arrache le Kosovo à la Serbie. Le Kosovo, c'est pas rien. Si vous voulez, c'est comme si vous arrachiez, j'essaie de faire un équivalent en France, allez, on va dire, vous arrachez peut-être la vallée de la Loire. C'est hyper symbolique. Il faut savoir que le Kosovo, c'est là où il y a eu une bataille au XIVe siècle, où en fait les Serbes ont été défaits par l'Empire ottoman. Donc pour eux, je crois que ça s'appelle le champ des merles.
Pour eux, c'est quelque chose avec une charge émotionnelle extrêmement forte. Donc, l'OTAN d'épaisse et crée le Kosovo. Et ils installent la plus grande base militaire américaine en Europe. Le Kosovo, c'est une base américaine, je crois que ça doit être à peu près 1 million d'habitants à peine. Et puis il faut savoir que c'est un État mafieux. Le président donc, du Kosovo, qui s'appelait Hashim Thaçi, a été, par les Nations Unies, déclaré comme un chef mafieux extrêmement dangereux. C'est clair, c'est net. Mais visiblement, ça n'embarrasse pas les Américains. 2 poids, 2 mesures, 3 poids, 3 mesures, tout ce que vous voulez. C'est un État mafieux, ils s'en foutent, ils ont une base gigantesque au Kosovo. Voilà. Et donc là, ils ont réussi à mouiller un certain nombre de pays de l'OTAN. C'était une opération de l'OTAN, c'était l'OTAN qui a bombardé la Serbie. Ce qui est quelque part absolument une honte, quoi, je dirais. C'est un pays européen, c'est nos frères européens, soi-disant que l'Union européenne est là pour la paix, et on bombarde ce pays. Mais ce n'est pas fini. La guerre, alors, je ne vais pas parler, parce que je ne vais pas parler de l'Irak, etc., bref, parce que c'est un peu au-delà, puis ça sort un peu du champ de l'OTAN, même si, pour vous donner un exemple, lors de la guerre en Irak, les Américains ont tellement voulu mouiller l'OTAN qu'il y avait même, si vous voulez, il y avait des brigades polonaises qui se sont battues en Irak, dans le cadre de l'OTAN. Donc vous dites, qu'est-ce que des Polonais vont faire, se battre en Irak? Tout simplement parce qu'il faut agiter le drapeau de l'OTAN et faire plaisir aux Américains. Alors, la guerre à la Libye, opération Unified Protector. Là, c'est notre cher Sarkozy qui a la manœuvre. Voilà. C'est lui qui a couvert au moins médiatiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'OTAN qui a coordonné les opérations. Donc, encore une fois, l'armée française a été bombardée, massacrée des Libyens. Or, on sait maintenant que la raison pour laquelle il fallait détruire la Libye, c'est parce que la Libye voulait mettre en place sur l'Afrique une monnaie au standard or. Ils voulaient demander que leur pétrole soit payé en or. Donc évidemment, les Américains, avec le pétrodollar, ça ne les arrangeait pas vraiment. Donc on y va. Et le résultat, c'était un pays prospère, où l'éducation était gratuite, la santé était gratuite, et c'est devenu un pays en chaos continuel. Les pays de la coalition, regardez bien, la coalition qui a attaqué la Libye. Ça ressemble quand même pas mal à nos amis de l'OTAN, non? Il manque quoi? Il manque, l'Allemagne qui ne s'est pas mouillée cette fois-ci, les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, mais tous les autres, ils étaient là, hein, même la Turquie. Tout le monde était là. Donc voilà encore une opération de l'OTAN. Alors, ça c'était un peu pour brosser le tableau. Maintenant, on va parler de l'Ukraine. Alors l'Ukraine, il faut savoir que c'est... bon, je vous l'ai dit, moi je suis d'origine polonaise, donc je sais un peu comment les Slaves voient l'Ukraine. Vous allez voir, je vais vous montrer avec des cartes. Donc l'Ukraine, c'est les confins, même dans la langue. Hein. Ukraine, ça veut dire les confins, les marches de l'Empire. Alors voilà, c'est quoi l'Ukraine? Là, vous avez une carte qui date de 1715, il y a 3 siècles. Voilà la situation, on va dire, en Europe de l'Est, il y a 3 siècles. Vous avez donc, tous les micro-États n'existent pas, actuels. Vous avez le Royaume de Pologne, qui est un grand État à l'époque, qui est une grosse puissance à ce moment-là, l'Empire de Russie. Le 3e acteur dont on ne parle pas, c'est l'Empire ottoman. Et regardez bien, vous allez voir la forme, et globalement, je vous ai à peu près fait ici un rectangle à côté arrondi, pardon. C'est à peu près le territoire actuel de l'Ukraine. Donc l'Ukraine s'inscrit dans cette zone-là. Vous voyez historiquement ce que c'est l'Ukraine. D'où vient l'Ukraine? Et maintenant, comment l'Ukraine a été construite politiquement, géographiquement? À l'issue de la Première Guerre mondiale, on va dire 1917-18, il y a eu des mouvements nationalistes ukrainiens, etc. On va y revenir un peu après. Où ils se sont battus contre les Polonais, ils se sont battus contre les Soviétiques, etc. pour essayer de garder un îlot. Donc globalement, ils avaient réussi à peu près à stabiliser ce territoire-là. Donc ça, si vous voulez, c'est l'Ukraine à l'intérieur de l'Union soviétique en 1921. Ça, c'est l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a au niveau de l'Empire soviétique la volonté, lorsque les communistes prennent le pouvoir, d'affaiblir le cœur de l'Empire russe. Donc l'idée, c'est d'essayer d'émietter l'Empire russe par des pays qui sont des grands pays. Typiquement le Kazakhstan. Le Kazakhstan, qui est un pays gigantesque géographiquement, regardez une carte, c'est un très très grand pays, il doit y avoir 20 millions d'habitants. Il a été créé à l'époque par l'Union soviétique. Et leur idée, c'était de se dire, on va essayer de créer une grande Ukraine.
Donc, en 1921, ça c'est l'Ukraine. Je vais revenir sur oubliez la partie bleu ciel, oubliez-la complètement. L'Ukraine, c'est ça. En 1922, Lénine fait cadeau à l'Ukraine de tout ça. Vous oubliez ça, de tout ça. Ce qu'on appelait Nova Rossiya. Nova Rossiya, c'est quoi? C'est les territoires qu'à l'époque de Catherine II, vous savez, la grande Catherine, l'impératrice à la fin du XVIIIe siècle, globalement, principalement, ont été pris sur l'Empire ottoman. Ils ont éjecté globalement l'Empire ottoman, ils ont éliminé, il y avait ce qu'on appelait les Khanats, c'est-à-dire les Khans. Donc, si vous voulez, c'était des gens, on va dire, en partie d'origine turco-mongole, etc., qui avaient été islamisés et qui, en fait, occupaient ces territoires-là. Quand la Russie descend, elle éjecte tout le monde, elle fait venir des colons du reste de l'Empire russe qui viennent s'installer là, en masse ici, et elle fabrique une nouvelle région. Hein, là, il y a déjà la Russie blanche, hein, la petite Russie, la grande Russie, et Nova Rossiya. Donc, en 1922, l'Ukraine, c'est ça. En 1939, pacte germano-soviétique. Les nazis et les soviétiques se mettent d'accord pour dépecer la Pologne. Ils coupent la Pologne en deux. Ils prennent un côté qui est pris par les soviétiques et un autre côté qui est pris par les Allemands. Et donc, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5. L'Ukraine est séparée, je crois qu'il y en a 26, si je ne dis pas de bêtises, des oblasts. Oblast, c'est l'équivalent, c'est à mi-chemin chez nous entre le département et la région. Je vous rappelle que l'Ukraine est un peu plus grande que la France, hein, en territoire, un peu plus grande, ça vous donne une idée. Globalement, c'est la France. 26 territoires, donc vous imaginez, c'est comme si on avait 26 oblasts en France. Donc c'est plus grand qu'un département, c'est globalement 2 départements à peu près un oblast. Ces 5 oblasts sont pris à la Pologne. Et Staline en fait cadeau à l'Ukraine, ici, suite à des épurations ethniques, enfin, des trucs épouvantables, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Cette région-là, la région d'Oujgorod, là, elle est prise à la Tchécoslovaquie. C'est ce qu'on appelle ici la Ruthénie. La Ruthénie, historiquement, alors, enfin, tout le monde connaît au moins un Ruthène, c'est l'artiste américain qui était Andy Warhol. Andy Warhol était Ruthène d'origine. Son nom, c'est Varola. Donc il s'est américanisé, mais sa famille vient d'ici. Cette région-là est prise à la Roumanie qui est ici. Et les soviétiques détachent le morceau qui est ici. Donc la Roumanie, on lui prend ce morceau-là, on lui enlève ce morceau-là. Ce morceau-là, c'est la Moldavie. L'Union soviétique en fait une république soviétique, donc ne la donne pas à l'Ukraine, mais donne ce morceau-là à l'Ukraine. Donc là, vous êtes, on va dire, dans les années 40, allez, on va dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire simple. Donc vous vous rappelez, ça c'est l'Ukraine, cadeau de Lénine. Donc là-dedans, bah, vous donnez quoi à l'Ukraine? Des populations russes, quoi. Les gens qui sont là, c'est des Russes. Okay. Ici, vous donnez globalement, bah, là, il y avait en 1939 beaucoup de Polonais, pas mal de Juifs et des Ukrainiens. Suite à des, on va dire, tensions ethniques, il y avait nettement moins de Juifs et nettement moins de Polonais. Merci Azov, merci Pravi Sector, merci nos amis de chez Bandera. Ok. Et dernière étape, Khrouchtchev, qui arrive au pouvoir dans le milieu des années 50, fait cadeau de la Crimée à l'Ukraine. Donc la Crimée, les gens qui étaient en Crimée, ils ont dit, à l'époque, c'était pas grave, c'était l'Union soviétique. Donc les gens disent, bon, on s'en fout, on n'est pas rattaché à la Russie, on est rattaché à l'Ukraine, bon, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, encore une fois, ce territoire-là, territoire russe, avec des Russes, bah, on est rattaché à l'Ukraine. Donc voilà comment l'Ukraine a été construite en l'espace de 30 ans, 35 ans. Alors, l'ukronazisme. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité? Alors, entre 1933 et 1945, il y avait un chef nationaliste qui s'appelait Stepan Bandera. Donc, ses suiveurs, on les appelait les bandéristes. Enfin, oui, ils avaient des noms. Enfin, les Polonais les appelaient les banderovцы, par exemple, etc. Globalement, c'est un mouvement nationaliste raciste. Mais alors là, on est vraiment... globalement, c'est... Les autres Slaves sont des sous-hommes. Les Polonais ou les Russes sont des sous-hommes. C'est tous des Slaves, hein. Ils ont tous la même tronche, ils sont tous du même coin, etc. Mais c'est des sous-hommes. Et évidemment, les Juifs aussi sont des sous-hommes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les Allemands rentrent en Ukraine,
Ces gens-là collaborent avec les Allemands. Et ils ne vont pas faire que collaborer avec les Allemands. Donc là, on est deuxième moitié 41. À partir de 42, ils commencent à massacrer, même fin 41, ils massacrent les Juifs. Et à partir de début 43, ils massacrent les Polonais. On estime qu'ils ont tué à peu près entre 150 000 et 200 000 Polonais dans des opérations d'épuration ethnique, donc faites par nos amis de Stepan Bandera. Ils étaient tellement loin dans la collaboration que, regardez bien, il a été créé en avril 1943 une 14e division SS qui s'appelait Galizien. Galizien, c'est Galicie en allemand, donc c'est cette partie ouest de l'Ukraine. Et ils ont donc été intégrés aux armées SS. Et actuellement, il y a en plus une arnaque qui est faite par leurs descendants actuels, Pravi Sector, Azov, Kraken, etc. C'est de dire que globalement, ils se sont battus contre les soviétiques. C'est un mensonge. Ils ont été utilisés pour des opérations de répression contre les partisans et contre les populations locales. Donc ils ne se sont jamais vraiment battus contre les armées soviétiques. Voilà, épuration ethnique dans l'Ouest. Et depuis 1991, donc suite à l'éclatement de l'Union soviétique, il y a un réveil du nationalisme ethnique. Donc c'est les nouveaux bandéristes. Bataillon Azov, Kraken, Pravi Sector. C'est les principaux, mais il y en a d'autres, il y a d'autres mouvements, etc. On dit bataillon, mais c'est plutôt l'équivalent maintenant, plus que peut-être d'une division, etc. Bref. Et donc ces gens-là, ils renient absolument pas leur héritage. Ils renient absolument pas l'héritage Bandera. Vous regardez, même il y a des photos, vous avez remarqué les emblèmes qu'ils ont. Ça ressemble quand même très fortement aux deux runes de SS quand même. Il ne faut pas être très imaginatif pour voir que ça ressemble. Donc, ça, c'est à partir des années 90. Et petit à petit, ils prennent de plus en plus de pouvoir, comme on va le voir. Alors maintenant, on va faire un peu le bilan de l'Ukraine. 91-1921. Regardez, déjà ça se passe de commentaires. En 93, 52 millions d'habitants, 44 millions en 21. La population, en 30 ans, a perdu 8 millions d'habitants. Autre chose aussi. J'ai 2021, en 30 ans. Autre chose. Ça n'explique pas tout, mais ça peut aussi en partie expliquer. C'est ça. La mafia est tellement présente, contrôle tellement que l'Ukraine. Ça, ce sont des estimations basses. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire 1 million. C'est-à-dire que globalement, les mafias sont tellement puissantes qu'elles ont kidnappé en masse des femmes ukrainiennes pour les vendre au réseau de prostitution. Donc évidemment, déjà dans un pays, si vous avez 300 000 jeunes femmes qui disparaissent, forcément ça a un impact sur la natalité. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas trop en Occident, on n'en parle pas trop. L'espérance de vie. Les hommes, 67 ans, les femmes, 77. Globalement, 10 ans de moins que chez nous. Bilan économique. Vous allez voir, c'est le PIB, regardez bien. Un pays avec des ressources gigantesques, avec les terres qui sont considérées comme les meilleures terres du monde. Vous savez ce qu'on appelle le tchernosium. Tchernosium, ça veut dire la terre noire. C'est les terres les plus fertiles qui existent au monde. Des ressources minières, tout, l'hydroélectricité avec des fleuves gigantesques qui passent, où il y a des barrages partout, on en entend parler actuellement, puisqu'il y a un barrage ou deux barrages qui ont été bombardés, donc il y a des ressources hydroélectriques absolument gigantesques. Eh bien ce pays, il a 169 milliards d'euros de PIB. La France, c'est 2300 milliards. Le PIB, 4 000 euros par habitant par an, contre 35 000 en France. Un pays qui a tout ce qu'il faut pour être prospère. Et une des raisons, c'est la corruption partout. Tout est corrompu, jusqu'à Zelensky, qui est le corrompu en chef, voilà, qui a des baraques un peu partout, des appartements, une dizaine d'appartements, je crois, à Londres, des maisons à gauche, à droite, etc. Bref. Donc, à partir du moment où Zelensky est à la tête, il est corrompu, on y va, quoi. Pourquoi se gêner? Bilan politique. Alors, regardez bien, j'ai mis ici une carte, c'est juste une... C'est un... Lorsque... c'est en 2003 ou 2007, je vais vous dire une bêtise, je ne me souviens plus. 2003-2007, ils ont fait un sondage, parce qu'à l'époque, il y avait... l'idée, c'était de savoir ceux qui soutiennent le fait que le russe soit le deuxième langue officielle. Évidemment l'ukrainien et le russe. Regardez bien, ça explique pas mal. Regardez la densité. On retrouve, vous savez, cette Nova Rassia. Vous voyez, on la retrouve là. On retrouve la Crimée. On retrouve toute la zone d'Odessa. Donc là, vous voyez vraiment le fait que ce sont des territoires, entre guillemets,
ethniquement, si on peut dire, ouais, ethniquement russe, etc. On peut dire ethniquement. Alors ça se complique parce qu'en plus, dans la partie ukrainienne, donc vous avez des orthodoxes, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des gréco-catholiques. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui, lorsqu'ils avaient été au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, absorbés par le royaume de Pologne, les Polonais avaient essayé de les convertir au catholicisme. Donc ils avaient trouvé une espèce d'équilibre, c'est-à-dire en fait ce sont des orthodoxes qui sont devenus des gréco-catholiques. Donc ils ont adopté une partie de la liturgie catholique, etc. Donc cela se trouve dans les territoires de l'Ouest. Donc vous voyez, c'est un peu aussi une mosaïque un peu religieuse. Alors le bilan politique, voilà. Donc là on a pendant 10 ans, donc là c'est la corruption, le président Kouchma. Et là, lorsqu'il doit y avoir son remplaçant, celui que lui essaie de pousser en avant, c'est Yanukovych. Et là, comme par hasard, 2004, une révolution orange pour éviter l'élection de Yanukovych. Alors en fait, révolution orange, évidemment, toujours pareil, les mêmes, hein, les ONG, les Soros, la CIA avec ses faux nez, enfin tout le barda, etc. L'idée, c'est qu'ils avaient peur que Yanukovych, finalement, garde une politique assez, pas pro-russe, mais équilibrée entre l'Ouest et la Russie, en disant, bon, on va rester amis avec tout le monde. Donc, malgré ça, donc, il n'est pas élu en 2004, bref, on ne va pas aller dans le détail, mais il y a des élections qui ont été reconnues par les observateurs internationaux comme des élections régulières. Yanukovych est élu. Et là, on estime qu'il n'est pas assez anti-russe. Donc, en 2014, on organise un coup d'État. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Coup d'État sur la place de Maïdan, organisé par, ça doit être, pas besoin de vous dire qui c'est. OK. Et là, je vous rappelle, il y a un truc fabuleux, c'est que ça a été même pris, elle a été prise en flagrant délit, quelque part. Il y a la secrétaire d'État, donc la sous-secrétaire d'État, Victoria Nuland, donc, qui était en fait l'adjointe du ministère du département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain, c'est son adjointe, Victoria Nuland, qui, à un moment donné, lorsqu'il y a tout ça qui se passe, etc., elle est prise au téléphone, et à un moment donné, il y a des gens, des conseillers qui lui disent « Oui, mais ça ne va pas plaire à l'Union européenne ». Et ce qu'elle trouve à dire, elle, vous me passerez l'expression qui est un peu crue, « fuck the EU ». C'est clair et net. Ça veut dire que c'est vraiment un coup d'État organisé par l'État profond américain, la CIA, les ONG, etc. Et les Européens, ils sentaient bien que ce n'était pas forcément une bonne idée de faire ça. Voilà, donc à ce moment-là, suite à ça, la Russie absorbe la Crimée, et les républiques de Donetsk et de Luhansk sont créées. Excusez-moi, elles sont là. Voilà. Luhansk, Donetsk. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ailleurs aussi, c'est sévère, les gens se révoltent. Entre autres, dans l'oblast d'Odessa qui est ici, vous voyez, qui est très, très ethniquement russe, à tel point, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent à enfermer, je crois, 70 personnes dans la maison des syndicats. Donc les troupes, on va dire les Pravi Sector, en fait, les ukro-nazis, ils enferment 70 personnes et ils foutent le feu. Donc ils ont brûlé vif 70 personnes dans la maison des syndicats à Odessa pour calmer toute volonté. Mais bon, venant d'eux, c'est du classique. Alors, la guerre dans le Donbass. Alors voilà, donc il y a pas mal de choses qui se passent, on ne va pas dans le détail, 2014, ça va, ça vient. Globalement, à un moment donné, ça se stabilise comme ça. Donc vous voyez ici, vous avez l'oblast de Luhansk, qui est ici, l'oblast de Donetsk, qui est ici, et les séparatistes réussissent à bloquer, à garder une partie de l'oblast, et eux, une partie de l'oblast. Donc ils font la LPR, donc la République populaire de Luhansk, et la DPR, la République populaire de Donetsk. Et les Européens, à un moment donné, voilà, ils disent on va essayer de calmer ça. Et en 2015, on signe les accords de Minsk II, qui ont été signés par l'Ukraine, pas par la Russie. L'Ukraine, la LPR, la DPR, et la France et l'Allemagne étaient des observateurs. Ils étaient là pour garantir la bonne exécution des accords de Minsk. Ces accords n'ont jamais été respectés par l'Ukraine, jamais. Ils ont passé le temps à essayer de construire partout des défenses militaires pour préparer une invasion. Et l'Allemagne et la France n'ont jamais fait quoi que ce soit à l'époque Merkel. À l'époque, c'était comment en France, excusez-moi, juste avant Macron, ouais, tellement important que j'avais oublié. Donc, Flamby, voilà. Ni Hollande, ni Macron ensuite, personne n'a fait respecter ces accords-là. Évidemment, on est parti dans le mur. Pendant ce temps-là, l'OTAN forme l'armée ukrainienne, envoie des conseillers, un peu partout. Et début 2022, l'armée ukrainienne qui est massée autour de la zone rouge s'apprête à reconquérir les territoires rouges. Et donc, les Russes,
il rentre en février 2022. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail. On va parler de la suite. Alors, je vous ai dit, c'est une étape. Parce qu'il y a un projet derrière. Le projet derrière, c'est celui-là. C'est la partition de la Russie. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas un délire complotiste. Ça a été présenté au mois de juillet, lors d'un congrès à Prague, juillet cette année, juillet 2022. Un congrès à Prague, qui est entre autres financé par des ONG à la Soros et par des associations qui sont des faunés de la CIA. Ça s'appelle le Congrès des Nations Libres de Russie. Pourquoi pas? Il fera aussi peut-être un jour un Congrès des Nations Libres de France. Ça, on aura une Bretagne, les Corses, les Basques, les Auvergnats. Pourquoi pas? Ils sont prêts à tout, ces gens-là. Et regardez bien. Voilà, regardez. Voilà le projet. Ça a été présenté au Congrès en juillet 2022. Ça, c'est la Russie. Et donc, ils ont décidé, carrément, voilà, on va en faire un puzzle. Voilà. On est en délire. On est en délire. On est en délire. Vous allez voir. Et je vous dis, ce n'est pas du complotisme. Ça a été présenté en juillet 2022. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, etc. Donc, vous voyez, on est en plein délire. Alors, je vais revenir. Il y a une vidéo, je me rends compte, il y a une diapo que j'ai oublié de mettre, excusez-moi. Derrière la Russie, et les Chinois l'ont bien compris, il y a la Chine. Parce que le véritable ennemi des Américains, c'est la Chine. Donc, ce qu'ils veulent, après la Russie, c'est de dire on s'occupe de la Russie, et après, personne ne nous résistera, et on va dépecer la Chine. Depuis combien d'années les Américains nous disent que les Tibétains sont massacrés, c'est un génocide, les Ouïghours sont massacrés, c'est un génocide, nanana, Taïwan, nanana, etc. C'est clair comme une... Si par hasard ils attaquaient la Chine, ils prendraient tout le nord-ouest, l'ancien Turkestan, etc., donc on va dire les populations musulmanes, etc., dans les déserts, tout le sud-ouest, le Tibet, on découpe, puis après on enlèvera Taïwan, puis éventuellement le reste de la Chine Han, on en fera des morceaux. Donc vous voyez, on est dans un... Je vais y revenir, on est dans un délire. Et le problème, c'est qu'on est entraîné dans ce délire. C'est ça le plus grave. C'est que nous, on est, vous savez, comme en août 14, lorsqu'il y a eu l'assassinat de l'archiduc, vous savez, le fils de l'empereur d'Autriche qui est assassiné à Sarajevo. C'est une espèce d'engrenage fou. Et les gens, ils avancent les yeux fermés vers le vide. Et août 14, c'est la Première Guerre mondiale qui aboutit sur 12 ou 13 millions de morts. Mais en face, vous avez remarqué, il y a des rigolos en face. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la Shanghai Cooperation Organization. Ce n'est pas officiellement une alliance militaire. C'est une alliance de coopération et de stabilité militaire et économique. Et regardez qui est dedans. Les Russes, les Chinois, le Kazakhstan, l'Inde, attention, le Kazakhstan, ressources minières colossales. 25 millions d'habitants, un territoire gigantesque, regardez par rapport à l'Ukraine, mais des ressources colossales, pétrolières, gazières, etc., minières. Le Pakistan, et là, il a été annoncé que d'ici le juin de l'année prochaine, vont être intégrés l'Iran, la Biélorussie. Et a priori, la Turquie est en train de taper à la porte. Donc voilà, nous les Occidentaux, la communauté internationale, comme on s'auto-baptise, on est devenu tellement dingue qu'on a ça en face de nous. Juste normal, c'est étonnant de voir la Chine et l'Inde coopérer militairement. Absolument. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des tensions là. Ils se sont battus, je crois, pas vraiment à armes à feu, mais avec des bâtons, avec des crosses, etc. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Alors que s'il y a eu une guerre, ça fait 50 ans qu'ils étaient en guerre, ou 60 ans. Parce qu'ils ont des problèmes ici. Le problème, c'est sur des frontières, là. Ouais, il y a des frontières, là. Comme il y avait des tensions, parce qu'en fait... Oui, enfin non, ça c'est en Birmanie. Là, si tu veux, c'est Cachemire. Cachemire. Le Cachemire, en fait, qui pourrait être au Pakistan. Bref. Bon, peu importe. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a réussi à coaliser... Je le dis sans méchanceté, un monstre en face. Et en face, c'est Dark Vador, quoi.
Et ça, c'est nous, avec nos petits bras, on a réussi à faire ça. Il faut le faire quand même. On a réussi à repousser les Russes. Et ils sont en train de fabriquer ça. Et dans la foulée, qu'est-ce qui va suivre? Parce qu'on sait qu'ils frappent aussi à la porte. L'Arabie Saoudite. L'Algérie. Absolument, absolument. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Alors tout ça, on va le résumer, c'est l'hubris. Vous savez, l'hubris, c'est le moment où vous vous croyez tellement puissant qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous êtes ivre de votre propre puissance. Et là, ben voilà, on est là. On a un empire oligarchique, parce que c'est l'oligarchie qui le contrôle maintenant, hein, c'est au-delà même du complexe militaire-industriel. Et puis, l'OTAN, c'est son bras armé. Donc, il faut en sortir avant qu'il soit trop tard. En espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Voilà. Vous savez tout. Malheureusement, probablement, c'est lorsqu'il va être face au mur, lorsqu'il va rentrer dans le mur, vous l'avez vu, hein, il est là. Le mur, c'est ça. Donc, quand l'OTAN va, tellement fou, ivre de puissance, va rentrer dans le mur. Peut-être que si l'Union européenne nous avance, Bah, pour nous, j'ai envie de dire, il faut souhaiter qu'il se passe quelque chose, parce que là, ils nous envoient dans le mur, les gens. Ils nous envoient dans le mur, avec nos dirigeants, en plus, qui sont complètement inféodés, enfin, qui n'arrêtent pas de dire qu'on est en guerre contre la Russie. Enfin, mais tu vas où, quoi? Tu vas où? Tu vas où? C'est-à-dire c'est la manipulation des foules. Voilà. Ils n'essayent même pas d'être cohérents. Non, ils n'essaient pas d'être cohérents. Non, il faut juste... C'est comme le gamin qu'on n'a jamais éduqué. C'est de pire en pire, jusqu'au jour où il se fait taper. Gamin qui grandit, vous savez, qui se croit tout permis, qui est odieux avec ses parents, qui est odieux avec l'entourage, qui est odieux avec tout le monde. Puis un jour, il tombe sur quelqu'un qui est plus fort que lui, quoi. Il le traite de la même façon, l'autre lui met un pain. C'est ce qui nous attend. Hein. C'est ce qui nous attend. Quelque part, why not? Why not? Non, mais... Il faut espérer que le pain soit pas radioactif. Alors comment c'est compliqué? D'abord parce que quand vous entendez certains de nos officiers supérieurs qui passent sur les plateaux, généraux, colonels, etc., quand vous entendez leur discours, ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur. On se demande si ces gens-là sont là pour protéger la France et nous défendre en cas de problème, ou s'ils sont là seulement pour défendre l'OTAN. J'incline à la deuxième option. Leur but, ce n'est pas de défendre la France, c'est de défendre l'OTAN. Parce que c'est sympa, il y a des bonnes places à l'OTAN. Je crois qu'il y a, je ne peux pas dire, mais je crois de l'ordre de 700 ou 800 Français qui travaillent à l'OTAN. Les salaires doivent être corrects, on doit pouvoir se déplacer facilement, il y a des congrès à gauche, à droite. Ça change un peu de la vie de caserne. Donc je pense que malheureusement, il faut savoir que lorsque De Gaulle a voulu se retirer dans les années 60, en 66, du commandement intégré, la plus grande opposition qu'il a eue, c'était l'armée. C'était les généraux qui se sont opposés à lui. Donc il ne faut rien attendre. Rien attendre. Je pense malheureusement, ces gens-là, ils ont oublié qu'il fallait qu'ils défendent leur pays. Oui, absolument. Dans les accords de Minsk, il y avait le fait que les deux républiques trouvent un statut d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine, le rétablissement de la langue russe comme langue officielle. Voilà, parmi les choses qui étaient importantes, qui étaient vraiment pour eux très structurants. Voilà, ça en faisait partie. Aucune idée. Alors, j'ai pas de réponse, j'ai juste un élément que j'apporterai. C'est que l'Arménie est non seulement l'allié de la Russie, mais l'allié de la France et des États-Unis. Donc là, on arrive dans une situation qui devient cornélienne. Hein. Parce qu'il y a une grosse, quand même, il y a une diaspora aux États-Unis, une diaspora en France d'Arméniens. Donc les gouvernements français et américains ne peuvent pas ignorer le sort de l'Arménie. Mais comment ça va se dérouler, je ne sais pas.